Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. L'optimisme serait-elle la nouvelle valeur sûre? En tout cas, on peut se poser la question, au moins en ce qui concerne l'économie de notre pays. Les derniers titres des médias spécialisés parlant de regain d'activité, d'embellie économique, d'optimisme chez les chefs d'entreprise, alors que nous avons, nous Français, la sale réputation de n'être jamais satisfaits. Ici en Vendée a eu lieu la semaine dernière un dîner des optimistes au Sable d'Olonne, rassemblant de nombreuses personnes de tous bords, de tous horizons. Et la grande émission a fait sa curieuse et a voulu savoir ce qu'il s'était dit. Car dans le fond, c'est quoi être optimiste? Est-ce être un éternel naïf? N'est-on optimiste? Peut-on devenir optimiste? Ce sont toutes ces questions et tant d'autres que nous allons poser à nos trois invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Et on en est ravis. Alors nous recevons, j'espère, trois optimistes sur le plateau de la grande émission. Ils sont comme ça en train de dire, là, est-ce que je suis optimiste? Je vais d'abord commencer par Serge Maret. Bonjour Serge. Bonjour Adèle. Alors Serge, c'est pas Serge. Serge, c'est Chapuz. On est d'accord, entre autres. Vous êtes humoriste vendéen. À côté de vous, juste sur votre droite, c'est David Gonzalez. Bonjour David. Bonjour Adèle. Vous êtes le directeur de clientèle à Média Pilote, qui est une agence de communication. Tout à fait. C'est ça. Vous êtes basé en Vendée? À La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon. Alors, il y a un lien, c'est que tous les deux, vous avez organisé le dîner des optimistes de la semaine dernière. Et puis, juste à côté de Serge Maret, de Chapuz, c'est Yves de Montbron. Bonjour. Yves. Vous êtes consultant, formateur, conférencier positif. Oui, c'est absolument. Ce qui est marqué sur votre carte de visite. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes spécialiste de l'optimisme? On peut dire ça, oui, bien sûr. Je vous donnerai quelques clés sur ça, oui. C'est chouette. Oui. Et surtout, vous êtes le secrétaire de la Ligue des optimistes qui a organisé le dîner, qui est à l'origine du dîner des optimistes. Voilà, c'est ça. C'est une association dont on va probablement reparler. Ah oui, alors parce qu'on va le préciser tout de suite, ce dîner des optimistes ne se fait pas qu'en Vendée. Il y en a un petit peu partout, je crois, en France, hein, c'est ça, voilà. Dans différents départements et différentes régions. Yves de Montbron, je vais d'abord vous poser la question. On a parlé de la Ligue des optimistes, justement, qui est un vrai titre de film. Hein. La Ligue des optimistes, moi, ça m'a fait tout penser à Sean Connery, etc. C'est quoi la Ligue des optimistes? Alors, la Ligue des optimistes de France. Oui, de France. La Ligue des optimistes de France, c'est la branche hexagonale d'un mouvement international qui a été fondé par un avocat belge, maître Luc Simonet, en 2005. Et la Ligue des optimistes de France, alors c'est vrai que optimiste et France, c'est quand même un oxymore. Alors oui, faut le reconnaître. Tous les sondages montrent que les Français sont les plus pessimistes au monde, justement. Alors, c'est en train de changer. Ah. C'est en train de changer. C'est vrai? Oui. Depuis 2005-2006, on est en train d'assister à un renversement des valeurs. Et l'optimiste, les Français qui étaient à 59% pessimistes dans les années 2004-2005 sont aujourd'hui plutôt à 58%, enfin d'après un sondage du début de l'année, optimistes. Donc, c'est en train de changer. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle on n'est plus les champions du monde du pessimiste, c'est qu'il y a des pays qui nous sont passés devant, comme la Grèce, l'Italie ou la Pologne, qui sont beaucoup plus pessimistes que nous. Voilà. Et pour des questions purement économiques à la base? Alors, ce sont des grandes enquêtes internationales qui sont réalisées et qui posent les mêmes questions dans différents pays. Quelles sont les raisons? Je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, la France n'est plus le champion du monde du pessimisme qu'elle était auparavant. Ça reste un pays de râleurs, ça reste un pays de gens qui sont fondamentalement attachés à, je dirais, leur volonté de remettre en question toujours les systèmes établis, de bousculer le jacobinisme, etc. Mais voilà, on est moins pessimiste qu'on ne l'était auparavant. La Ligue des optimistes, elle a été créée pour quoi? Alors, la Ligue des optimistes de France a été créée pour fédérer les énergies, favoriser l'attitude mentale positive dans tous les compartiments de notre société, parce que justement, vous l'avez dit vous-même, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de pessimistes, de gens qui râlent, qui sont mécontents, qui trouvent que ça ne va pas, qui ont des problèmes avec leur glande pinéale. Et donc, voilà, c'est une association qui s'est donnée comme mission de favoriser, développer l'attitude mentale positive dans tous les compartiments de notre pays. Et bon, c'est la raison pour laquelle, évidemment, on a suscité, favorisé l'émergence d'initiatives locales par nos
sympathisants, nos délégués dans toute la France, qui ont pris des initiatives donc, dans l'organisation de dîners des optimistes ou de conférences ou d'animations ou un autre événement dont je parlerai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, qui est le Printemps de l'optimisme. Qui a lieu quand ? Le Printemps de l'optimisme, il a eu lieu cette année le 23 mars et il s'est déroulé pendant tout un mois. Mais c'est un événement où on essaye de focaliser pendant une journée en particulier l'énergie positive, qu'elle soit sociale, entrepreneuriale, associative et autres. Yves de Montbrun, vous dites une chose sur une vidéo que j'ai vue sur Internet, vous dites non, c'est pas vous, pardon, c'est Shimon Peres qui dit ça, mais vous dites non, mais qui dit la chose suivante. En gros, l'optimiste et le pessimiste savent tous les deux qu'ils vont mourir, sauf que l'optimiste il profite du voyage, quoi. C'est-à-dire que c'est ça, la teneur de la phrase de Shimon Peres. C'est ça. Il faut profiter de la vie tant qu'elle est là, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, sinon c'est un chemin de croix. La vie s'arrête, ça tout le monde le sait. Et autant en faire un bon moment, autant en faire un voyage agréable pour soi-même, mais également pour les autres, dans notre interaction avec les autres, que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos collaborateurs, les gens avec lesquels on est en interaction. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Et donc on est en interaction tout le temps avec d'autres gens. Et au fond, la question qu'on devrait se poser en permanence, c'est ça fait quoi d'être mon conjoint? Ça fait quoi d'être mon collaborateur? Ça fait quoi d'être mon enfant? Question qu'on n'ose pas poser de peur de la réponse. Et oui, est-ce que c'est une interaction mobilisante, énergisante, positive? Est-ce qu'on a finalement plaisir à me côtoyer? Ou au contraire, et je pense que dans les entreprises, quelquefois, il y a des managers qui devraient vraiment se poser la question. Et je pense que l'optimisme aujourd'hui, c'est ça, c'est s'adapter, c'est aller de l'avant, c'est oser également, parce que on le dit prendre beaucoup. Des risques. Est-ce optimiste, c'est de prendre des risques, Yves de Montbrun? On va dire que l'optimisme, c'est une énergie motivationnelle. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi et qui va avoir tout un tas de conséquences sur la confiance en soi, sur effectivement prendre un risque. Vous savez comment disent les Américains pour prendre un risque? Take a chance. Prendre sa chance. Voilà, ce sont les deux versants finalement de la même médaille. Et dans la vie, il y a le jour et la nuit, le yin et le yang, le plein et le vide, l'hiver et le printemps. Et on pourrait continuer la litanie. Vous voyez, une pile, elle a un côté positif et un côté négatif. Et bien nous sommes pareils. Et simplement, c'est le regard qu'on va porter sur la réalité. Est-ce que je regarde d'abord le verre à moitié plein ou d'abord le verre à moitié vide? Parce qu'il est les deux, bien évidemment. Mais la question, c'est est-ce que c'est plus intéressant, plus motivant, plus énergisant de regarder et de faire voir aux autres que le verre est à moitié vide ou est-ce que c'est plus énergisant de regarder et de faire voir aux autres que le verre est à moitié plein? Vous voyez, et l'optimisme, il se situe là. C'est bien évidemment une disposition personnelle, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais c'est aussi un optimisme de volonté, c'est-à-dire la volonté, le désir, l'envie de se dire bon, je vais faire l'effort de regarder ce qui va bien. Et je crois que les gens qui sont venus au dîner des optimistes, ils ont fait un mouvement, ils ont pris une initiative et au fond l'optimisme c'est ça, c'est une capacité à se projeter positivement dans l'avenir. Jean-Luc, vous aviez une question? Oui, vous donnez des cours? Je donne des cours, je suis prof de management. Pour les élèves non, mais je veux dire des cours d'optimisme, parce que je comprends bien le verre à moitié plein, à moitié vide. Oui. Et vous avez des gens comme moi qui voient d'abord le verre à moitié vide. Bien sûr. Alors, il y a des cours? Il n'y a pas de cours? On peut apprendre ça? Bien sûr, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que Serge évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la mesure de son niveau naturel d'optimisme, ce qu'on va appeler l'optimisme de caractère, et effectivement, il y a des gens qui, sur un score de 24, vont être à 9 ou 8 ou 10. Bon. Et puis il y en a d'autres qui vont être à 18. Quoi. Et d'autres qui vont être à 24. Moi, j'ai rencontré, j'en fais souvent des tests comme ça. Il y en a qui sont à 24. Mais au-delà de cet optimisme de caractère, de cet optimisme naturel qui est issu de notre enfance, de notre éducation, etc. Oui, du contexte dans lequel on a été... Il y a une autre dimension qui est un optimisme qu'on cultive, qu'on travaille. Et Martin Seligman, qui est quand même le père de la pensée positive, de la psychologie positive, Martin Seligman appelle ça un soft skill, c'est-à-dire c'est une compétence qui se travaille, une compétence psychologique, de la même manière qu'on peut améliorer sa capacité à mémoriser des choses, ou améliorer sa capacité à faire du calcul mental, ou même apprendre une langue étrangère à tout âge. Donc c'est du même niveau. Il y a une dimension qui est un peu ancrée en nous, qui est liée à notre caractère, et puis il y a une deuxième couche que chacun d'entre nous est libre, qui est libre de travailler et de développer. Est-ce que un chef d'entreprise optimiste
a plus de chances de réussir qu'un chef d'entreprise, pas forcément pessimiste, mais qui n'a pas cette vision du plus, du côté positif. Est-ce que ces valeurs, est-ce que ça donne du carburant aux salariés ? Bien sûr, je vous l'ai dit, c'est une énergie motivationnelle. Donc quand on a un dirigeant qui vous montre un projet positif, qui s'engage dans une aventure ambitieuse, bien sûr que ça donne envie aux autres. Crois aussi. Voilà, vous savez, c'est le fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell, qui disait « L'optimisme est une forme de courage ». Vous voyez, qui montre le positif et qui donne envie d'agir. Donc il y a ce côté courageux de l'optimiste qui fait fi justement de l'environnement anxiogène, de la morosité généralisée, voilà, de l'abattement et du laisser-faire, de baisser les bras. Il faut aller à l'encontre de ça. Ça implique un travail sur soi-même, un entraînement et aussi agir pour devenir optimiste. Et ça implique aussi, on en reparlera tout à l'heure, le fait qu'on peut devenir optimiste. C'est pas inné, c'est pas un truc qu'on a à la naissance et qu'on peut le... Yves de Montbron, j'ai une question. Est-ce qu'être optimiste, c'est être naïf ? Non, pas du tout. Jusqu'à il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on assimilait. D'ailleurs en France, c'est pas toujours flatteur de dire de quelqu'un qu'il est optimiste. Exactement. Voyez, c'est comme de dire il est rigolo lui. Oui, ou il est gentil. Il est gentil. Vous voyez, c'est comme un iceberg. Il y a la partie émergée comme ça et puis au fond une espèce de mépris ironique à l'endroit de cette personne. Et aujourd'hui, on sait que il faut aller à l'encontre de cette vision un peu caricaturale de l'optimisme. D'ailleurs, notre ami Éric Emmanuel Schmitt, qui fait partie des fondateurs de la Ligue des optimistes de France, a eu cette formule. Il disait « Quel dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. » Parce que quand on caricature quelque chose, forcément on le dénigre, on s'en moque et on s'en sert pas. Or, moi je pense, avec David et avec d'autres, qu'une attitude optimiste quand on est parent, quand on est dirigeant, quand on est chef d'entreprise, quand on est responsable d'une association, c'est cette énergie qui va entraîner les autres, qui va nous donner à nous-mêmes un carburant motivationnel, mais qui va entraîner les autres aussi. Donc on met de côté ce côté un peu naïf, un peu... oui, le ravi de la crèche, exactement. Le côté un peu couillon de l'optimiste béat, idiot. C'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas du tout ce que nous cherchons à véhiculer. On cherche à véhiculer plutôt un optimisme, rationnel, un optimiste qui s'appuie sur les faits concrets, un optimiste qui n'est pas dans l'incantation, vous voyez, où il suffirait de dire tout va bien, je vais bien, et pour que ça aille bien, ça suffit pas. Mais alors... oui, c'est ça, oui. Le Danny Boone, voilà, chercher la référence. C'est ça, est-ce qu'il y a des caractéristiques ? Est-ce que vous pouvez dire, en voyant quelqu'un, lui, il est optimiste ? Non, parce il y a des caractéristiques. On ne peut pas dire que quelqu'un, lui, il est optimiste. Il y a des gens qui sont fondamentalement optimistes. C'est sûr que vous prenez un Jean d'Ormesson, un John Kennedy, un Richard Branson. Voilà, ce sont des gens qui sont fondamentalement optimistes. Vous voyez, Luther King. Bon, mais la plupart d'entre nous, sur des thématiques assez graves, parce que Luther King, c'est dans un contexte en plus historique compliqué. Oui, ce sont des gens qui s'engagent, ce sont des gens qui prennent des décisions, des gens qui prennent des risques, comme vous disiez tout à l'heure. Mais la plupart d'entre nous, nous avons à l'intérieur de nous ces deux facultés, l'optimisme et le pessimisme. Et heureusement qu'on a le pessimisme qui est à l'intérieur de nous. Sans ça, on traverserait la rue sans regarder et on serait vite écrasé. D'ailleurs, c'est-à-dire que le pessimisme est darwinien, comme dit Pascal Pic. C'est-à-dire que ce sont les homos qui ont survécu, les homo erectus qui ont survécu, ce sont ceux qui étaient les plus pessimistes. Parce qu'ils faisaient super gaffe avant de rentrer dans une grotte pour voir s'il n'y avait pas un tigre à dents de sabre qui n'allait pas les manger. Vous voyez, ils faisaient attention dès qu'il y avait un risque, un danger, une menace. Et on est resté là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain va faire beaucoup plus attention à une information qui contient un risque, un danger, une menace. Ça a été mesuré comme d'ailleurs 5 fois plus. On est 5 fois plus attentif, on va mémoriser 5 fois plus une information de ce type-là. Négative, une information négative. Voilà, qu'on peut qualifier de négative pour la présenter de façon générale, alors qu'on va sous-estimer les informations positives, valorisantes, les jugements positifs. Ça veut dire qu'il y a un Américain qui a fait une recherche là-dessus qui s'appelle Losada. Et aujourd'hui, il a mis au point un truc qui s'appelle le ratio de Losada, qui dit que pour créer une ambiance positive dans un bureau, dans une entreprise, dans un groupe humain, eh bien, il faut
formuler 3 fois plus de verbalisation positive. Ah, j'adore votre chemisier, vous êtes extrêmement sympathique, je suis très content de travailler avec vous, que de formulations négatives. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Encore une fois, vous êtes en retard, etc. Donc, vous voyez, pour juste compenser cette espèce de survalorisation négative, notre cerveau fonctionne comme du velcro pour le négatif et comme du téflon pour le positif. Ça, c'est une super image. Ouais, c'est une super image, ça je vais le retenir. D'où la raison pour laquelle, excusez-moi, on est dans une télévision, mais d'où la raison pour laquelle on va survaloriser les informations négatives et notamment dans les via médias. Les médias, voilà, les réseaux sociaux aussi. Parce qu'on sait que c'est ça qui va accrocher l'attention du public, et on sait que le rôle d'un média, c'est d'accrocher l'attention du public pour le pouvoir... plus longtemps possible. Et oui, parce que ce qu'on vend, c'est de l'espace de cerveau disponible à Coca-Cola. D'où la notion Pas ici, de buzz. bien sûr, mais... Non, évidemment. Nous, c'est la trouspinette. D'où le buzz, la notion de buzz, de faire du buzz, c'est souvent on fait du buzz sur des notions assez négatives. Voilà, c'est ça. Parce que ça, tout de suite, ça va scotcher le cerveau. Le velcro. Yves de Montbron, est-ce qu'il y a un lien entre optimisme et confiance en soi? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne peut pas être optimiste. Non, on ne peut pas dire que ça soit aussi caricatural que ça, mais il y a un lien, bien sûr. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur leur optimisme, c'est les gens qui travaillent sur leur capacité à se projeter positivement dans l'avenir. C'est ça, hein, c'est une expectation positive de l'avenir. Donc ça veut dire que je crée à l'intérieur de moi des images positives de me voir en train de réussir ce projet, de me lancer dans une nouvelle aventure, des gens qui changent de vie, des gens qui se lancent dans un nouveau projet. Donc travailler, c'est tout le champ du développement personnel, de travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, son horizon mental, etc. Je suis d'accord avec vous, mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Une personne qui se fait licencier, par exemple, qui n'a plus de travail, c'était pas prévu, etc. Comment elle peut trouver le côté positif et optimiste là-dessus? Ça lui donne l'occasion d'explorer des domaines nouveaux. On peut dire ça. Ouais. Alors, il faut dissocier. Il y a le moment sur lequel, le moment où la nouvelle arrive et que ça se passe mal. Il faut le digérer. Vous savez, nous, les êtres humains, on vit comme ça, comme une espèce d'ascenseur émotionnel qui monte et qui descend. Et à tout moment, nous sommes comme ça, parfois en haut, hein, comme dans une montagne russe, et puis des moments où on est très en bas. Quand on est en bas, il faut, digérer cette partie-là, digérer ce moment-là. Mais après, on peut toujours interpréter la réalité autrement. Moi, je me souviens une fois d'avoir rencontré un type qui me dit, tu sais, il y a 1 an, j'ai été licencié. Et je crois que si j'avais rencontré mon patron à ce moment-là, je lui aurais cassé la figure. Voilà. Mais aujourd'hui, si je le rencontrais, je le remercierais. Parce que ce licenciement a été pour moi, après une période de formation et d'adaptation, l'occasion de trouver un nouveau job encore plus génial qu'auparavant. Et est-ce que vous connaissez James Cameron, par exemple, qui est le créateur, très grand réalisateur. Il racontait un jour dans l'Express qu'il avait débuté sa carrière comme un soudeur spécialisé. C'était un soudeur très spécialisé sur des métaux particuliers, etc. Et donc, il allait comme ça de ville en ville, de chantier en chantier pour mener à bien ce travail. Et un jour, on lui vole sa camionnette avec tout son matériel spécialisé de soudeur. Et il dit dans l'Express, c'est vraiment une interview réelle, il dit... À ce moment-là, j'étais totalement désespéré et je me suis dit, mais si je veux racheter tout le matériel que j'avais dans cette camionnette, ça va me coûter une fortune. Et puis moi, à l'époque, j'aimais bien aller comme ça sur les plateaux de cinéma et j'ai commencé à me dire, tiens, je vais aller, comme j'ai plus rien à faire, je vais aller sur les plateaux. Et c'est comme ça qu'il est devenu cinéaste. Et il finit l'interview en disant, si je rencontrais mon voleur, je lui offrirais une caisse de champagne parce que c'est ça qui a été pour moi l'opportunité incroyable de me lancer dans une nouvelle carrière. C'est sur cette note positive que nous allons terminer cette émission. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur la Ligue des Optimistes, il existe un site internet qui très simplement liguedesoptimistes.fr, je crois, voilà, qui s'inscrit sur votre écran. Et puis il y a Yves de Montbron qui a son site internet aussi, yvesdemontbron.fr, je crois aussi. .com, pardon. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de l'optimisme sur un plateau de télévision. Dieu sait que c'est pas courant. Vous revenez quand vous voulez. Alors, autant les pessimistes, on les accepte pas trop, mais les optimistes, on les accepte. Vraiment, c'était avec grand plaisir. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée sur Télé Vendée. Je vous embrasse.